Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous y sommes, nous nous retrouvons pour cette réunion Zoom collective d'échange comme nous avons eu tant ces dernières semaines. Je vais faire une brève introduction pour rappeler le contexte de cette réunion et pour qu'on sache un petit peu la replacer et qu'on sache un petit peu mieux d'ailleurs ce qu'on va en attendre. Alors, les membres de la FEVIS, qui sont extrêmement majoritaires probablement, le savent en partie, d'autres peut-être ne le savent pas. En gros, passé la période, ces quelques derniers mois de grandes anxiétés, à essayer de trouver les moyens de survivre pour les ensembles, pour les artistes, et à nous occuper, à mobiliser nos interlocuteurs publics pour obtenir des aides d'urgence, pour obtenir le recours à l'activité partielle, pour obtenir cette année blanche des intermittents, etc., etc. Nous a pris beaucoup de temps. Sauf que maintenant, nous sommes dans une autre phase. Alors, nous continuons à travailler ces questions, évidemment, mais nous sommes dans une deuxième phase où, bien sûr, c'est la question de la reprise qui nous occupe. Et je crois que cette question de la reprise a été au centre de nos discussions lors de l'AG il y a quelques semaines, puis d'une première réunion qui a eu lieu vendredi, il y a 15 jours exactement. C'était vraiment ça, c'est essayer de trouver une manière d'avoir des conditions de reprise pour qu'enfin vous puissiez vous exprimer, être sur scène, vous faire entendre et reprendre l'activité, travailler, avoir des revenus, reprendre une activité. Donc c'est vraiment celle-là maintenant qui est au centre de nos préoccupations. Et il y a 15 jours, nous avons effectivement organisé une première réunion un peu dans ce mode-là, qui nous a permis d'évoquer spécifiquement, c'était le thème, la reprise en petite forme. Mais plus globalement, il s'est avéré que cette réunion a été technique globalement sur les conditions de reprise que nous faisait le protocole sanitaire général, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, de quelle manière on peut s'adapter à ces conditions extrêmement contraignantes qui sont faites à l'intégralité, bien sûr, du système économique et des secteurs économiques. Mais en gros, on a été donc plus large. Et je crois que cette réunion a été extrêmement intéressante, utile à beaucoup. Et nous avons compris que globalement, vous manifestiez l'envie de recommencer et d'avoir ces rendez-vous un peu régulièrement. Donc, cette réunion que nous organisons aujourd'hui, qui est dans la suite, qui est elle aussi sur la question de la reprise, qui s'inscrit dans cette logique où nous allons tous ensemble évoquer encore une fois toujours ces questions techniques, bien sûr, hein, qui permettent la reprise de vos concerts, de votre travail, des répétitions, etc. Mais que nous avons souhaité élargir un petit peu, c'est-à-dire nous avons souhaité inscrire cette réunion dans ce que nous avons appelé, là vous l'avez vu dans le titre, reprise, agir au présent, et penser l'avenir, penser l'après. Nous avons souhaité l'inscrire une série de rendez-vous qui évoquerait la reprise un petit peu sous tous les angles, c'est-à-dire continuer à le faire sous l'angle technique, juridique, opérationnel dont je parlais, mais aussi le faire sous l'angle de l'échange artistique. Vous travaillez dans des ensembles artistiques, beaucoup d'entre vous sont des artistes, et vous avez des envies, certains d'entre vous ont déjà des initiatives, des projets qui sont en train de se mettre en place. Je pense que c'est important, c'est aussi le rôle là de la fédération, de vous permettre d'échanger là-dessus pour vous donner des idées, pour vous faire envie mutuellement, pour vous influencer et puis vous nourrir les uns des autres. Et donc, ça doit aussi être ça. Et enfin, le troisième élément d'élargissement que nous avons souhaité vous proposer, c'est celui qui est illustré en particulier aujourd'hui, c'est de penser la reprise, mais peut-être de manière encore plus large, encore plus à moyen terme, on va dire, et qui serait une manière de réfléchir aux conditions de reprise, aux conditions de la relance et de la reconstruction de l'activité. Pas seulement là, maintenant, l'été, d'ailleurs pas seulement en septembre, globalement, les conditions, est-ce que le monde d'après va être le même qu'il a été avant, là, avant la crise? Est-ce que les dispositifs de soutien public seront les mêmes? Est-ce que les budgets seront les mêmes? Est-ce que le public sera dans les mêmes conditions? Est-ce que les citoyens auront la même envie
de considérer qu'il est normal de payer, de payer la culture, alors qu'on leur demandera peut-être de faire des efforts, les pouvoirs politiques leur demanderont peut-être de faire des efforts ailleurs. Est-ce que les conditions de diffusion des concerts, notamment à l'international, seront les mêmes, etc., etc. Je m'arrête. Vous voyez bien que c'est infini. Mais en tout cas, l'idée, c'était que ces réunions-là puissent aussi évoquer ces questions-là. Et c'est dans ce contexte et dans cette idée que nous avons pris le contact, la tâche de Bernard Faucoul, qui, alors que je ne présente pas aussi, que je présente sommairement, évidemment, compositeur, organiste, claveciniste, que l'on connaît, nous, en France aussi, pour la direction au Festival d'Aix, après avoir été à la Monnaie. Enfin, cette personnalité importante de notre monde artistique, et qui, par ailleurs, au-delà de tout ça, est très investi dans la réflexion politique, de politique culturelle, et qui a pu faire un article, qui a publié un article dans le journal Le Soir, le journal belge Le Soir, justement sur la question de l'après, de la reprise, du lien avec la société comment dire, de la volonté de réfléchir à ça et de se saisir finalement de cette crise aussi comme l'opportunité de repenser un petit peu nos modèles. Voilà. Je laisserai Bernard après peut-être en dire plus sur la manière dont il considère son travail et son attention. Voilà pourquoi, en fait, en tout cas, nous vous proposons aujourd'hui un format de réunion et de rencontre qui est un petit peu différent que d'habitude, où nous allons pouvoir avoir Bernard Faucoul qui va nous donner un petit peu sa propre vision des questionnements qu'il a sur l'après, sur la crise, sur la manière dont elle va peut-être se résoudre. Et puis ensuite, nous garderons un temps long d'ailleurs, on aura bien probablement une bonne heure pour l'interroger, pour s'interroger entre nous, pour se poser des questions, pour y répondre comme on le fait d'habitude et pour finalement rentrer nous aussi dans ces questionnements plus fondamentaux et plus larges. Dernier petit point finalement un peu technique. Dans un premier temps, je le redis, je vous propose que les micros des uns et des autres restent éteints. Donc voilà, vous pouvez les éteindre. Et ensuite, lorsque le débat aura repris, j'aurai l'occasion de vous le redire, je prendrai des tours de parole. Vous savez, on peut, avec l'outil Zoom, on peut agiter la main, lever la main. Et donc, je pourrais passer la parole dans l'ordre des questions. Voilà, je crois avoir à peu près tout dit ce que je voulais vous dire là aujourd'hui. Je suis très content, on est très nombreux. Cher Bernard, un grand merci d'être avec nous, parce que en fait, vous expérimentez aussi avec nous voilà, ce format de discussion moins concrète finalement, mais passionnante. Et je vais vous laisser la parole, et puis on va pouvoir commencer. Merci beaucoup. Merci Louis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi et impressionné de me retrouver. J'ai beaucoup pratiqué Zoom comme vous tous ces derniers temps, mais jamais dans une situation un petit peu analogue à celle-ci. Est-ce que d'abord vous m'entendez? Oui, parfaitement. Super. Bon, mais donc je voudrais en particulier saluer tous les amis que je vois, les complices, les collègues, les partenaires, ceux avec qui j'ai eu plaisir de travailler sous différentes modalités, d'ailleurs au cours des années. Donc, ça me touche beaucoup de vous rejoindre aujourd'hui dans cette réflexion partagée. Alors, je vais essayer d'être un peu synthétique. Donc, si je le suis trop, ne m'en voulez pas, puisqu'on pourra peut-être revenir sur certains points. Et j'ai parfois tendance à ne pas l'être suffisamment et être trop dans le détail. Donc, je vais faire un gros effort pour essayer de tenir la vingtaine de minutes que j'ai proposée à Louis. Et voilà. Ensuite, on prendra le temps de revenir sur ce qui vous semble le plus important et bien sûr d'échanger, puisque je ne suis pas là pour vous donner la bonne parole, mais plutôt pour participer et échanger sur nos différentes expériences et nos visions. Alors, pour rentrer d'emblée dans le cœur du sujet, je pense que comme vous tous, on a le sentiment d'être aujourd'hui face à des situations de risque sans précédent, mais aussi peut-être de grandes opportunités.
Et c'est ça qui est à la fois effrayant et attrayant. Il me semble on a intérêt à essayer de prendre la mesure des uns et des autres. Et dans les risques majeurs, bien sûr, il y a l'effondrement de l'économie, ou en tout cas une très, très, très forte, un choc économique qui sera certainement plus important que le choc de 2008. Donc, moi, je ne suis pas économiste, je suis ce que les uns et les autres racontent, mais on sent bien qu'on avance un peu à l'aveuglette. Heureusement, il y a des réactions qui sont plutôt rassurantes, notamment pour l'instant du côté de l'Europe. Il faudra suivre, mais voilà, on n'est pas rassuré. Et en tout cas, ce qui est clair et ce qui ressort très nettement aussi de l'étude que Louis m'a fait parvenir hier, c'est la fragilisation de tout le secteur artistique et culturel. Et je suis évidemment conscient de ce que pour chacune des institutions, pour chaque acteur culturel qui se retrouve ici autour de cette table virtuelle, vous avez certainement des expériences de recul, de centaines de milliers de concerts annulés, j'ai vu des chiffres astronomiques de pertes financières. Et donc, voilà, il y a une fragilisation qui est inconcevable, qui est une réalité. Et puis peut-être aussi, quand même, pour bien situer notre réflexion, il ne s'agit pas que de l'économie et de la culture, il s'agit aussi peut-être de toute la société, de la démocratie. Et donc, on assistait déjà ces dernières années à un recul des idéaux démocratiques à plusieurs endroits dans le monde, mais plus particulièrement en Europe et même dans nos pays, même en France. Je veux dire, il y a quand même une très forte inquiétude. Il y a une montée des populismes un peu partout, et c'est peut-être là aussi un risque qu'il faut mesurer. Après, il y a les opportunités. Les opportunités, ça serait d'essayer de tirer un certain nombre de leçons du passé, à la fois des leçons de la crise, bien sûr, mais aussi des leçons des années qui ont précédé. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons sans doute la conscience que le monde dont nous venons n'était pas idéal, et que si on a l'occasion de reconstruire quelque chose, c'est l'occasion de le faire. Je ne sais pas si on peut comparer la situation que nous connaissons aujourd'hui à l'après-guerre. Moi, je ne l'ai pas vécu. Je pense que nous sommes très peu nombreux, sans doute, aujourd'hui à l'avoir vécu, cette situation. Mais on a vu à quel point le fait de redémarrer après la guerre, la création des grands festivals en France et en Europe, un renouveau culturel, l'ouverture sur la démocratisation de la culture, etc., toute une série de choses ont été possibles qui ne l'étaient pas auparavant. Serons-nous en mesure de penser cet après autrement? C'est une des questions. Il me semble que c'est au cœur de notre échange d'aujourd'hui. Et peut-être qu'une opportunité également, c'est au-delà de notre propre travail, c'est de voir quels seraient les moyens qui nous permettraient de recentrer l'art et la culture au cœur même de la société, au cœur du vivre ensemble, comme une manière d'exprimer notre humanité. Il me semble que si on prend la question de la démocratie, nous vivons dans des sociétés qui ont une tradition démocratique incontestable, et la culture a participé d'ailleurs à l'avènement de ces valeurs démocratiques de manière tout à fait importante, à la Renaissance, à l'époque des Lumières et encore plus récemment. Et donc, c'est aussi de ça qu'il s'agit, et pas uniquement du plaisir, et de la musique, de l'échange, etc., aussi important cela soit-il. Donc voilà peut-être le cadre à l'intérieur duquel je vous propose de réfléchir. Et ensuite, je propose de traiter quelques priorités, 5 priorités essentiellement, et surtout la 5e d'ailleurs, la question des droits culturels. Mais avant de passer, donc peut-être qu'on pourrait passer le slide suivant si vous l'avez. Voilà, quelles priorités viser dans la sortie de crise? Il me semble que le premier problème, mais global, universel, auquel nous devons faire face, c'est la question de la marchandisation et du consumérisme. Et ça, c'est un ennemi qui est masqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas… c'est très difficile de mettre des visages, ce n'est pas uniquement une lutte idéologique, c'est simplement c'est un mécanisme qui tend à nous transformer, nous, êtres humains,
en consommateur, hein, et en producteur éventuellement pour fabriquer des produits de consommation. Et on voit bien que dans le domaine culturel, c'est antinomique avec la question de l'art et de ce qu'il représente. Je pense qu'on peut dire, après Hannah Arendt, que consommer la culture, c'est la détruire. On peut bien sûr consommer et acheter des CD, mais ça n'est pas la détruire, mais le mécanisme de consommation est un mécanisme qui va à l'encontre et de ce qui est l'essence de l'art et de ce qui est probablement l'essence de l'humanité. Donc, prendre conscience de cela et de ce que cela implique pour le monde artistique, je trouve que c'est une prise de conscience absolument indispensable. Donc, j'ai cité Hannah Arendt, je pense que notamment son petit livre sur la crise de la culture qui date des années 1950 reste aujourd'hui un peu une bible pour nous tous et de réfléchir de nous remettre un peu dans ses pas et de voir la manière dont aujourd'hui, 70 ans plus tard, eh bien, ce monde de la culture, il s'est retrouvé lui-même englué dans une certaine mesure dans des modèles qui sont plutôt de l'ordre de la consommation que de la participation. Et du coup, il me semble que participation et création sont deux manières de contrer, de résister en tout cas au modèle de la consommation. Il y a bien sûr la question des exigences du développement durable, hein, qui est sans doute une des choses dont la conscience est en train d'augmenter et qui nous invite en tout cas à repenser des questions comme la question de la mobilité, qui est au cœur de la pratique artistique depuis des siècles et qui a connu ces dernières années une sorte de progression exponentielle. Il me semble qu'on ne peut pas continuer de la même manière, mais on ne peut pas non plus supprimer toute forme de mobilité. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé la proposition d'Edgar Morin sur la double nécessité de mondialiser et de démondialiser, très très intéressant, parce qu'il nous invite à repenser la relation au local et au global. Bien sûr, il faut nous rapprocher du local, et sur le plan culturel, je pense qu'il y a beaucoup à faire, parce qu'on a souvent, moi je l'ai bien vu par exemple dans les festivals, on a souvent tendance à privilégier la dimension nationale, internationale, et à diminuer la relation locale. Je pense que c'est une très très grave erreur, donc il faut le refaire, mais sans forcément oublier la dimension internationale. Et il me semble aussi qu'on est dans un moment où, et en particulier en France, où on a toujours le sentiment que la politique culturelle est un ressort de l'État, sans abandonner bien sûr le territoire national. Il me semble que la relation à la ville et au territoire sur lequel on se situe est une relation qui est extrêmement importante et qu'il faut peut-être revisiter. Voilà. Ça, c'est donc quelques points qui me semblent importants et qui sont peut-être un petit peu généraux, mais auxquels probablement vous avez chacun dans vos pratiques déjà pu sans doute avancer, prendre des mesures déjà dans ces dernières années. Je pense sur le développement durable, certaines institutions sont assez avancées, d'autres le sont moins. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'un questionnement sur ces points-là. Le deuxième point qui découle en partie du premier, c'est de penser que, et je suis conscient que beaucoup d'ensembles qui font partie de la FEVI sont des ensembles dont l'activité est notamment focalisée, sinon principalement focalisée sur les musiques du passé. Et néanmoins, je pense qu'il faut penser la culture comme création. Ça n'est pas forcément incompatible. D'abord, je pense que si le mouvement de renouveau des musiques anciennes a connu un tel succès, c'est parce qu'il s'est montré extraordinairement créatif. Et que dans le courant des dernières décennies, la redécouverte des musiques du Moyen-Âge, de la Renaissance, du baroque, etc., a permis à des artistes-interprètes de se montrer créatifs, mais pratiquement dans certains cas, parfois plus peut-être que des créateurs, entre guillemets, bien identifiés. Il me semble qu'à cet égard-là, il reste essentiel d'inviter ces créateurs, donc des compositeurs, des poètes, des vidéastes, des artistes plasticiens, des chorégraphes, etc., à nous rejoindre sur le territoire de la musique
et à travers des résidences qui sont portées dans un temps plus ou moins long, de venir vivifier le travail que nous faisons et de nous permettre de relier en permanence le patrimoine et la création. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais le risque, et je le vois particulièrement dans le monde de l'opéra, le risque, c'est d'être étouffé par le patrimoine. On joue au corbeau, on joue au corbeau. Voilà. Et donc, il me semble que la création, les institutions d'opéra, par exemple, qui ont arrêté de créer, elles se condamnent, me semble-t-il, à terme à la disparition, ou en tout cas à la perte de sens et de légitimité. Et donc, on le voit aujourd'hui, des musées s'emparent de la question de la création. Peut-être que nous pouvons davantage travailler cette dimension-là. Je serais en tout cas intéressé d'entendre votre sentiment. Et aussi, la question du processus me semble importante. C'est une question importante parce que, bizarrement ou paradoxalement, le monde des médias attache relativement peu d'importance au processus et beaucoup aux résultats. Si vous regardez les critiques de concerts, par exemple, ou de spectacles, à 95%, on va parler d'une première ou d'un concert, voilà. Et on va rarement rentrer dans la question du processus. Or, justement, pour contrer la dimension production de produits, le processus, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, ouvrir des répétitions, donner la possibilité de co-élaborer des projets, d'associer, d'ouvrir des programmations, etc., c'est sans doute un ensemble de moyens qui nous permettent de renforcer la dimension créative de la culture telle que nous la pratiquons. Les deux points qui suivent sont des points qui sont très importants à mes yeux, mais je vais les traiter assez rapidement parce que on peut bien sûr y revenir dans la discussion plus tard. Il me semble que globalement, on a pris beaucoup de retard sur la question de l'égalité entre femmes et hommes, en particulier dans les fonctions de responsabilité, dans les fonctions artistiques, dans les fonctions de direction artistique des ensembles, des orchestres et au poste décisionnaire. Et donc, il me semble qu'il y a là un vrai questionnement auquel on ne peut pas échapper aujourd'hui. Et si je regarde mes quasi 30 ans de responsabilité culturelle, ben, je reconnais que je n'y ai pas forcément été suffisamment attentif, en tout cas dans la première période, et qu'il y a une prise de conscience qui me semble urgente. Et c'est un peu la même urgence pour ce qui est de la diversité culturelle. Oui, j'ai noté ici deux points qui me semblent importants, les créations interculturelles et reconnaître la diversité culturelle présente dans nos villes. Mais peut-être qu'avant de parler de ça, je devrais dire un peu, peut-être mentionner la question de la représentation de cette diversité culturelle au sein même de nos ensembles, au sein même des fonctions artistiques et aux fonctions de management. Il me semble qu'on a un très gros travail à faire pour mieux représenter la diversité de la société telle qu'elle est aujourd'hui. La société aujourd'hui en Europe n'est plus ce qu'elle était justement au lendemain de la dernière guerre. Elle s'est profondément diversifiée sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan des horizons divers et variés. Et malheureusement, les institutions culturelles, dans leur ensemble, hein, bien sûr, il y a des exceptions, mais ne reflètent pas forcément cette diversité-là. La question de l'interculturalité ou de la création interculturelle me semble depuis pas mal d'années une question absolument essentielle parce que c'est une manière peut-être de faire création ensemble avec des artistes qui sont des héritiers d'autres traditions, l'improvisation, le jazz, les musiques de la Méditerranée, les musiques d'Afrique subsaharienne, les musiques de l'Orient, etc. Et de se retrouver associés dans des créations interculturelles, il me semble que c'est une expérience qui est transformatrice tant du côté des artistes que du côté des publics. Et donc, voilà, ça fait partie des choses qui me semblent importantes. Et ce qui a changé beaucoup, c'est que
si on parle par exemple de la diversité des cultures méditerranéennes, il n'est pas nécessaire de se rendre sur les bords de la Méditerranée. Ces cultures-là sont présentes de plus en plus dans nos villes, hein, dans nos différents pays, dans les grandes villes européennes, et même parfois dans les villes de moyenne dimension, à travers les communautés ou les personnes qui sont issues de l'immigration, qui ont eu des parcours de vie un peu complexes. Donc, il me semble que là, on a toutes les chances d'aller à la rencontre de ces vies culturelles et peut-être de chercher des moyens qui nous permettent de nous retrouver, de nous associer. Le cinquième point, c'est celui de la question des droits culturels. Alors, la question des droits culturels, je me rends compte que c'est une notion qui reste encore relativement vague, donc je vais tenter, si vous voulez, de la résumer à travers trois éléments. La Déclaration des droits de l'homme, 1948, là, on est vraiment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'article 27, c'est « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » Donc, le droit de prendre part librement, et prendre part, il y a quand même cette notion de participation qui me semble importante. Et le deuxième article est également très important parce que d'emblée, il y a la question de la protection des droits des artistes, hein, des droits moraux et matériels, bien sûr des auteurs, mais aussi indirectement des interprètes, de tous ceux qui sont associés à la production artistique. Donc ça, c'est un premier point. L'UNESCO a adopté également une déclaration sur la diversité culturelle en 2001, qui était importante. La richesse culturelle est désormais reconnue comme une ressource du patrimoine commun de l'humanité. Mais c'est surtout la déclaration de Fribourg qui va apparaître, voilà, 2007, qui était proposée par un panel d'experts rassemblés sous le groupe de Fribourg, qui a proposé une définition de la culture qui est importante. Et regardez, le terme culture désigne ici les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Donc les arts se retrouvent à l'intérieur du champ culturel, mais ils se retrouvent dans une conception où c'est l'expression de notre humanité, de manière individuelle ou de manière collective, que nous retrouvons à travers les arts. Il me semble qu'il y a là un champ très important à investir et de manière relativement concrète. Je vais y venir dans un instant. Et du coup, les droits culturels, eh bien, eux, ils visent à garantir à chacun, réfléchissons sur la responsabilité de ça, garantir à chacun la liberté de vivre son identité culturelle, comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Et bon, je n'ai pas repris ici l'intégralité de la déclaration de Fribourg, ce n'est pas un texte très long, je vous invite éventuellement à en prendre connaissance dans son intégralité. Mais en tout cas, ce qui est un des éléments qui se retrouve dans cette définition de la déclaration de Fribourg, c'est que c'est non seulement l'accès à la culture, mais l'expression culturelle. L'expression culturelle, l'expression artistique, et le fait, la liberté qui est donnée, l'invitation qui est faite à chaque citoyen, à chaque enfant, à chaque homme, à chaque femme, de pouvoir s'exprimer à travers l'art et la culture. Voilà, si on peut passer à la slide suivante. Si on réfléchit maintenant, moi ce qui m'a frappé beaucoup, et c'est vrai que j'étais intervenu à une réunion à Bruxelles à laquelle Louis a participé, et je crois que notre réunion d'aujourd'hui en est un peu la suite. Moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on peut encore chercher d'autres références, d'autres textes magnifiques. Le Conseil de la musique en Europe a également adopté récemment des textes qui sont impeccables. Et donc il y a d'un côté une série de textes qui sont des références pratiquement inattaquable. Et puis, par ailleurs, il y a la question, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces textes? Qu'est-ce que nous faisons, nous, de la Déclaration des droits de l'homme? Qu'est-ce que nous faisons de la Déclaration de Fribourg?
qu'est-ce que nous faisons de la déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle? Et il me semble que c'est le moment de nous interroger, nous, et j'ai tendance à le dire peut-être, de ne pas attendre que le politique nous oblige à le faire, mais de le faire de notre propre initiative et d'interroger en particulier un certain nombre de points. Alors j'en ai repris quelques-uns. La question de l'accès. Est-ce qu'aujourd'hui, les manifestations culturelles, les concerts que nous donnons, l'ensemble de ce que nous pratiquons, est-ce que c'est accessible à l'ensemble de la population? Alors, il y a une réponse qui est très claire sur le plan négatif, qui est négatif, c'est que la grande majorité de nos concitoyens ne viennent pas. Alors, pour des raisons qui sont complexes, qui peuvent être financières, qui peuvent être sociales, culturelles, d'éloignement, de manque de goût, etc. Donc, on ne va pas non plus obliger chacun à aimer telle ou telle forme artistique, mais en tout cas, il y a un problème d'accès et qui renvoie d'ailleurs à la responsabilité de l'enseignement. Il y a bien sûr une responsabilité qui est portée par les institutions culturelles, et c'est notamment ce qu'on a vu à travers le développement des services éducatifs. Moi, quand je suis arrivé à la Monnaie en 92, il y avait en Europe continentale peut-être 6 ou 7 services éducatifs dans les maisons d'opéra. Aujourd'hui, il y en a plusieurs dizaines qui se sont réunis en différents réseaux, etc. Et la question de la sensibilisation, de la médiation, c'est-à-dire de faciliter l'accès, est aujourd'hui reconnue par beaucoup de responsables culturels comme étant une responsabilité qui est la leur. Mais je pense que nous n'avons pas encore été complètement au bout de ce trajet-là et que dans un certain nombre de cas, ça reste la question des spécialistes. Et j'ai été très frappé par ma rencontre avec Catherine McDowell, qui est la directrice du London Symphony Orchestra. Elle m'a expliqué que quand elle a été pressentie pour prendre la direction de l'orchestre, elle a dit « Moi, je le fais à une seule condition. J'ai beaucoup travaillé dans le secteur de l'éducation artistique, mais je ne viens pas au LSO pour sous-traiter ça à un département. Ça doit être l'affaire de l'orchestre dans sa totalité. Si vous êtes d'accord là-dessus, a-t-elle dit aux musiciens, je suis prête à venir. » Et c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, on voit que le LSO, et ce n'est pas une exception, il y a d'autres phalanges qui se sont investis de manière un peu comparable, mais le LSO me semble quand même particulièrement avancé dans cette expérience, c'est de considérer que la question de la sensibilisation et de la médiation, et même d'autres questions dont je vais parler dans un instant, sont une responsabilité commune de l'ensemble de l'orchestre, de l'ensemble des musiciens, et des musiciens sur le plan individuel aussi, avec bien sûr des différences. Certains sont plus engagés sur ceci ou sur cela, mais globalement, c'est l'ensemble de l'orchestre qui porte cette dimension-là. Ça n'est plus un service éducatif, c'est une dimension qui est devenue transversale. Et bien sûr que ça modifie le sens du travail que nous faisons, parce que quand des musiciens, quand des chanteurs, quand des choristes, quand des travailleurs culturels sont amenés à travailler cette question de la rencontre, de la médiation, etc., ils en reviennent eux-mêmes profondément enrichis. Il y a une sorte de situation de donnant-donnant qui est très importante. Je l'ai déjà mentionné, il y a la question de l'expression artistique, et je vous ferai parvenir un texte de Bob Palmer, qui est un expert culturel, qui était directeur de la culture au Conseil de l'Europe, et qui m'a envoyé il y a quelque temps un petit texte en 6 points. Et son premier point, c'est les droits culturels. And the right to express freely your own culture is a guarantor of our fundamental human rights. Mais ce droit d'exprimer librement sa propre culture, est-ce qu'on considère, puisque c'est le droit de chacun, on laisse à chacun le soin de s'en occuper, ou est-ce qu'on considère que nous, acteurs culturels, et plus particulièrement acteurs culturels actifs au sein d'institutions subventionnées, donc portées par les pouvoirs publics, est-ce que nous n'avons pas, nous, à nous préoccuper de savoir avec qui nous pourrions travailler pour renforcer cette expression libre de sa culture, et si possible, dans un contexte de dialogue. Voilà. Et donc, ça mène à ce qu'on appelle aujourd'hui des projets participatifs. Il y en a de toutes sortes. Et d'ailleurs, à mes yeux, la première participation, c'est celle que le spectateur et l'auditeur
constituent dans un concert. S'ils y participent, s'ils y assistent de manière créative, ils participent. Donc, il y a cette dimension-là qui est tout à fait importante et remarquable. Mais quand on a l'occasion, notamment avec des groupes cibles, des enfants, des ados, des personnes qui sont éloignées des formes artistiques que nous représentons, quand on a l'occasion de les associer à des projets de chant choral, par exemple, ou de création théâtrale, ou d'expressions diverses, on se rend compte que cette expérience participative va transformer le regard de ces citoyens sur la chose culturelle et sur la chose artistique. Et donc, ils se rapprochent, ils deviennent à la fois acteurs et participants ou auditeurs, spectateurs actifs, si vous voulez. Voilà, il y a la question de la lutte contre l'exclusion culturelle. Elle découle aussi de la déclaration de Fribourg. Hein. La paupérisation culturelle est vécue, on en prend conscience depuis assez peu de temps, comme une forme d'exclusion qui est aussi douloureuse et aussi catastrophique sur le plan que l'exclusion matérielle et dans le domaine de la pauvreté. Donc, il me semble que nous ne pouvons pas échapper à cette réflexion. Et puis peut-être terminer cette réflexion sur deux conceptions qui se sont parfois affrontées, mais qui me semblent être très complémentaires. La démocratisation culturelle, c'est ce qui a été porté par des gens comme Jean Vilar, c'est par Malraux et par tout ce qui vise à favoriser l'accès à des formes culturelles dont nous sommes les héritiers. La démocratie culturelle, c'est autre chose, c'est plutôt l'expression de chacun de nous et de nos communautés dans toute leur diversité, dans toute leur pluralité. Et donc, dans la démocratie culturelle, dans la démocratisation culturelle, il peut y avoir quelque chose d'un peu paternaliste, alors que dans la démocratie culturelle, il y a plutôt quelque chose qui vient, oui, pour le dire comme ça, avec deux termes anglo-saxons, la démocratisation culturelle serait plutôt top-down, hein, du haut vers le bas, et la démocratie culturelle plutôt du bas vers le haut. Moi, je crois beaucoup à l'équilibre de ces dynamiques, et je pense qu'on a tout intérêt à les travailler de manière concomitante, si vous voulez. Voilà, je pense que peut-être que je peux en arriver à la conclusion de cette première intervention. C'est de se dire comment est-ce que nous pouvons participer, là où nous sommes collectivement, à l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle. Moi, j'étais très souvent frappé en France d'entendre des acteurs culturels dire « mais l'État n'est plus porteur d'une politique culturelle, ça n'est plus comme avant, et ceci et cela ». Mais devons-nous attendre forcément des acteurs politiques de nous dicter une politique culturelle? Est-ce que ça n'est pas une sorte de dynamique à porter ensemble de manière créative et donc de nous interroger collectivement sur les responsabilités que nous portons là où nous sommes? Et il me semble que plus nous serons à même de questionner cela, et de ce point de vue-là, la sortie de crise est peut-être une occasion, plus nous serons en mesure de porter cette dimension-là et de relier ce en quoi nous croyons, notre cœur de métier, de musicien, de praticien de la musique dans toute sa diversité, de le relier à cette dimension sociale, éducative, interculturelle, etc. Je pense que plus nous pourrons le faire, plus nous donnerons une légitimité au travail que nous faisons et à l'aide que nous apportent les pouvoirs publics. Et du coup, la question d'une politique culturelle, il me semble on a tout intérêt à ce qu'elle résulte d'un dialogue, d'ailleurs un dialogue un peu permanent, entre le monde politique, la société civile, hein, donc à travers la société civile, c'est beaucoup bien sûr de partenaires, c'est le monde associatif, c'est les universités, voilà, c'est tout ce qui représente la société dans sa diversité, et bien sûr les acteurs culturels qui ont, me semble-t-il, une place essentielle. Voilà ce que je voulais vous dire un peu en introduction, et puis à partir d'ici, je suis à votre écoute et très heureux de partager. Un grand merci Bernard, un grand merci, c'est passionnant.
Je vais pas commenter immédiatement, je vais laisser nos amis se manifester. Je rappelle juste un petit peu la manière dont ça peut se dérouler, de manière à ce qu'on ne se marche pas sur les pieds et notamment qu'on se gêne. Vous avez la possibilité de réclamer la parole et de poser des questions, vous savez, avec la petite main bleue que vous pouvez activer quelque part, je cherche, dans Conversation, en participant, je crois, et vous pouvez activer votre petite main. Voilà, et donc je vous donnerai la parole les uns les autres au fur et à mesure où vous la réclamerez. Et puis, alors merci beaucoup, hein, Bernard, c'est vraiment très, très important. Oui, cette discussion est tout à fait pertinente dans le cadre de cette réflexion sur la reprise. C'est simplement qu'elle l'élargit et qu'elle nous permet de devenir acteurs aussi de la réflexion sur le monde culturel que nous souhaiterions et auquel nous souhaiterions participer. Et je retiens une première chose dans ce que vous évoquiez, c'est que, évidemment, ces questions de lien des artistes, du secteur culturel avec la société et avec les citoyens, elle va se poser, elle se pose déjà. Hein. Tous les ensembles et tous les acteurs d'ailleurs culturels sont de plus en plus actifs dans la médiation, etc., vous le disiez. Mais elle va se poser de plus en plus fermement parce que les pouvoirs publics, les citoyens réclament que l'on justifie en fait le coût de ce que l'on fait. Et je crois que alors, tout le monde l'a compris, et s'y plie avec plutôt de plaisir d'ailleurs, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que cette façon de répondre à cette demande, le problème qu'elle pose, c'est quand elle est forcée et artificielle. Mais dès qu'on s'y plie, dès qu'on y travaille et qu'on y met de l'intelligence et du sens, en fait, ça grandit tout le monde. Et ça grandit aussi même le processus créatif, je crois. Donc ça, je pense que chacun de vous, musiciens, artistes, administrateurs, vous en avez fait l'expérience dans vos projets, dans votre activité. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment justement le prendre de manière encore plus directement, en prendre l'initiative et puis peut-être être plus inventif, plus acteur de cette démarche. Moi, j'aurais une première petite question à vous poser dans ce sens-là, c'est est-ce que vous pourriez nous donner peut-être des exemples de démarches je ne parle pas de micro-projets spécifiques dans lesquels on le voit ressentir, mais de démarches peut-être qui nous permettraient de mieux saisir ce qu'on met derrière cette question du droit culturel et de pratiquement qui a réussi à l'inclure dans la construction de ces projets, par exemple, dans notre secteur à nous, de la musique, du patrimoine et de création. Est-ce que vous avez des exemples peut-être un peu parlants qui pourraient nous aider à mieux illustrer, à mieux comprendre cette démarche? Oui, oui, je pense qu'il y a énormément d'exemples, plus ou moins développés selon les cas. Je citais le LSO à Londres. Je pense qu'avec Rattle, le Philharmonique de Berlin a également accompli un travail qui est intéressant. Et plusieurs orchestres en France sont également dotés de plusieurs maisons d'opéra aussi. Peut-être pour vous donner juste un exemple d'une expérience que j'ai pu vivre avec énormément d'émotion. Quand au Festival d'Aix, il y a 6 ou 7 ans, un peu plus, peut-être 8 ans, nous avons eu l'idée de travailler avec des personnes de la communauté comorienne de Marseille. Une grande communauté, et je vois Jean-Marc, salut Jean-Marc, tu le sais comme moi, cette communauté, elle est très importante quantitativement, mais très très peu représentée culturellement. Et donc, ce que nous avons tenté avec... c'est d'aller à leur rencontre, de travailler. On a travaillé aussi avec des gens qui les représentaient. Donc, il y a eu un travail sur des berceuses originaires des îles Comores. Et puis, on a travaillé avec des femmes, avec leurs enfants, avec des ados. Et on pensait que peut-être on pourrait un jour enregistrer quelque chose, mais qu'elles n'accepteraient jamais de se produire en public. Et c'est tout l'inverse qui s'est passé. Elles ont monté un spectacle de chansons, de danse, basé sur ces magnifiques berceuses, parfois très dramatiques d'ailleurs. Ça s'appelait Boras.
Et on l'a donné dans 3 villes, à Marseille, à Aix et à Londres. Et au sortir de ces spectacles, ces femmes sont venues me dire, c'est la première fois qu'on se sent écouté. C'est la première fois que notre parole est entendue dans cette ville où nous vivons, et certaines y vivaient depuis plusieurs décennies. Donc voilà un exemple parmi des dizaines. Hein. J'en ai vécu pas mal, mais je pense qu'il y en a certainement beaucoup ici autour de cette table virtuelle. Mais j'y crois beaucoup et je pense que quand on prend les gens au sérieux, on peut faire avec eux des miracles et eux nous amènent à des endroits qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Donc c'est ça la question du dialogue. Merci. Je crois que Jean-Christophe avait dû lever la main. Jean-Christophe Frisch. Effectivement, j'avais levé la main, mais ensuite je l'ai baissé. Je pense qu'on a tous eu des expériences dans le genre de ce que Bernard Faucroul disait à l'instant. Je dis 2 mots sur un projet que j'ai fait 2 fois et demi, parce que la 3e fois, il n'a pas pu aboutir à cause du confinement, mais un projet que j'ai appelé En temps l'ailleurs, qui consiste à, sur un territoire déterminé, faire une sorte d'inventaire de toutes les personnes qu'on peut trouver qui sont porteuses d'une tradition musicale ou éventuellement chorégraphique et monter sur la durée de 2 saisons un projet de spectacle avec eux. Donc on a fait ça à Valenciennes il y a quelques années, en banlieue sud à Cachan il y a un peu moins de temps, et puis j'étais en train de le faire à Vitry-sur-Seine où j'habite, et puis ça a été bloqué pour des raisons qu'on sait. Mais je pense qu'on est très nombreux à avoir des expériences comme ça. Et bien qu'étant un fervent militant de ce genre de projet, et je pense que beaucoup d'entre vous savent que ce genre d'échange culturel est au cœur de ma réflexion depuis longtemps, j'ai peur du lien entre cette volonté-là et la marchandisation dont parlait Bernard au tout début. C'est-à-dire, à un moment, est-ce que la médiation culturelle ne devient pas un produit qu'on vend à nos commanditaires et du coup on se met à intégrer notre médiation dans des dispositifs qui vont en définir les contours, et comme on a besoin d'argent pour pouvoir le faire, etc. Et puis ensuite on valorise sur les réseaux sociaux nos interventions, et ça sert à créer notre image d'artiste avec une belle image humaniste, et finalement je ne sais pas comment dire. Il y a des choses extrêmement ambiguës dans les relations entre toutes ces choses. Alors, oui, évidemment, il faut le faire, c'est intéressant, on rencontre des gens formidables, et je suis le premier à le dire. Et en même temps, j'ai aussi des doutes sur la pérennité de tels projets qui sont des miettes finalement souvent. Et il faudrait tellement de miettes pour arriver à construire quelque chose que, parce qu'on est face à une définition des contours de la culture par les GAFA, en gros. Et on va faire quelque chose de formidable avec les Comoriens de Marseille, mais finalement, face aux GAFA qui vont nous définir qu'est-ce qui se vend et qu'est-ce qui ne se vend pas, est-ce qu'on y arrivera? Voilà. Donc mon pessimisme ressort. Mon pessimisme engagé et volontaire. Peut-être, j'entends évidemment 5 sur 5 ce que vous dites, hein, mais il me semble qu'il y a plusieurs éléments. La démarche de la marchandisation, c'est une chose. Aller à la rencontre de personnes sur des territoires déterminés, c'est, me semble-t-il, d'une autre nature. Et effectivement, une même action de médiation, si elle est faite par obligation ou pour remplir un cahier de charges, pour créer des statistiques, ça peut vite devenir de la marchandisation. Si elle est portée par une conviction, et si possible par une conviction partagée au sein de l'institution à laquelle on appartient, je pense qu'elle peut être au contraire quelque chose de transformateur. Moi, j'ai pu observer à quel point, à travers la résidence pluriannuelle du LSO, à quel point cette conviction partagée, mais pas seulement une conviction, des actions mises en œuvre, transformait de l'intérieur la notion même du travail de la profession de musicien et le sens qu'ils donnaient à leur travail. Et la question des miettes, effectivement, c'est vrai qu'on est forcément extrêmement démunis par rapport à ce courant majoritaire et dominant de la marchandisation.
Et je ne peux pas m'empêcher de penser que si nous arrivions à réunir toutes nos forces, toutes nos énergies et à mettre en réseau, si vous voulez, ce que chacun d'entre vous fait ou pourrait faire, et à le faire avec des formes de partenariat. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense très important de créer des partenariats avec des associations, avec des écoles, avec des hôpitaux, etc., de telle sorte qu'on puisse travailler sur une certaine durée. Alors là, franchement, je pense qu'on peut modifier un certain nombre de choses. Je ne dis pas qu'on va transformer le monde, mais en tout cas, là où nous sommes, on peut vraiment donner du sens et sortir de la logique de la marchandisation pour rentrer dans une logique qui vient la contredire et qui est beaucoup plus porteuse. Hélène Houzel. Peut-être d'ailleurs, au moment où vous prenez la parole, j'y pense, c'est peut-être le moment où vous pouvez prendre la parole et dire de quel ensemble ou quelle structure, si vous n'êtes pas d'un ensemble, très rapide, hein, juste pour vous présenter. Donc, Hélène, pardon, dont le micro est éteint pour l'instant. Et que je réactive moi-même. Hélène, alors je passe son tour pour l'instant. Claire de Sequenza. Oui, bonjour Louis, bonjour Bernard, bonjour à tous. Donc Claire, l'ensemble vocal Sequenza 9.3, dirigé par Catherine Simon-Pietri. Comment dire, la présentation de Bernard, on ne peut nous que y adhérer complètement, puisqu'en fait, il se trouve que, étant implanté en Seine-Saint-Denis, on a quand même eu des problématiques fortes en termes de comment décloisonner les publics, comment aller à leur rencontre, comment imaginer des choses, sortir du cadre, emporter des personnes dans des projets participatifs. On est allé du projet, on a fait un opéra choral participatif, on a emmené des femmes qui n'avaient jamais chanté sur une création de Lucia Anchetti il y a 1 an et demi. On était dans un projet de création de l'opéra de Brecht, La Décision, avec des personnes qui n'avaient jamais chanté et qui sont considérées comme des publics éloignés, même si ce mot est un peu vaste. Mais déjà, rien qu'emmener des personnes qui n'ont jamais chanté, déjà un défi, leur faire passer les portes du conservatoire, leur donner des partitions écrites. Mais tout ceci s'inscrit avant tout par une démarche locale, d'une bienveillance. Moi, je suis convaincue que la démarche à petite échelle nourrit la démarche à grande échelle et ça ne fonctionnera que si celle-là fonctionne. Donc, c'est vrai que nous, notre témoignage, il est plutôt de dire que c'est une biodiversité culturelle où chaque acteur a sa place et que, comme l'indique, et que l'opportunité de la reprise ne se fera que si effectivement on arrive à décloisonner les espaces et les endroits où on peut rencontrer le public, parce que c'est quand même au-delà du quantitatif, et les acteurs parfois publics sont prêts à l'entendre, mais ça on le prône nous, mais il faut leur expliquer, voilà, qu'on n'est pas des animateurs culturels, qu'on propose un projet avec ces personnes-là parce que ça fait sens aujourd'hui, où voilà, il y a une responsabilité citoyenne commune qui rejoint le projet culturel. Je me suis peut-être un peu égarée, mais j'ai essayé de faire court dans la présentation. Et c'est vrai que la création, par rapport, pour revenir sur l'expérience d'Inedia Prodigiosa, donc cet opéra choral participatif, il faut savoir qu'on a perdu plus de choristes amateurs pratiquants, c'était que des femmes pratiquantes sur ce projet, que des personnes qui n'avaient absolument jamais chanté, qui venaient d'associations, qui ont été accompagnées par leurs encadrants et qu'on a réussi à mobiliser sur des temps de répétition longs. Voilà, parfois les rencontres sont inédites, on découvre des freins, pas aux endroits où on le croyait, mais tout ça nous nourrit. On doit réévaluer le projet à chaque fois. C'est assez riche, mais effectivement, c'est à plusieurs échelles. Enfin, nous, on en est assez convaincus. Si je puis, merci Claire pour cette intervention. Juste une réflexion hein, pour poursuivre. J'ai pas mal suivi des activités artistiques qui étaient menées sur le terrain scolaire, par exemple. Et je trouve intéressant ce que vous disiez sur le fait de ne pas confondre le travail dont nous parlons maintenant avec un travail d'animation ou d'animation socioculturelle. Ça n'est pas du même ordre. C'est sans doute complémentaire, mais ça n'est pas du même ordre. Et ce qui est intéressant quand on va sur le terrain de l'école, c'est qu'on apporte une qualité d'exigence
hein, ou une exigence de qualité, une recherche de perfection, etc., même avec des petits, qui n'est pas du même ordre que les valeurs de l'éducation nationale. Et je pense que l'école a un énorme besoin de cela, de se confronter à des artistes. Hein. Donc là, je parle bien d'artistes et pas d'animateurs, ce qui dit sans dévaloriser ce que peut être l'animation, mais je parle d'artistes. Et quand on travaille avec des enfants, avec des ados, dans une exigence, quand on les prend au sérieux, ils peuvent en arriver à faire des choses auxquelles jamais dont ils n'auraient jamais cru être capables. Et ça, c'est quelque chose que l'art apporte sur ce terrain-là, et on peut le transposer sur d'autres terrains, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la vie des quartiers, etc. Et je crois que ce sont des expériences qui sont des expériences d'humanité extrêmement profondes. Merci. Louis, si tu m'autorises juste à réagir rapidement sur Oui. l'exigence. Nous, on est convaincus de cela, et c'est vrai que on porte quand même de lourds préjugés parfois sur notre accessibilité. On frotte aussi, comme vous le dites, l'exigence, parfois, elle est mal perçue. Elle peut sembler pas au bon endroit. Il faut vraiment être très vigilant pour comprendre aussi. On doit être dans une démarche de compréhension de l'autre qui est à un autre endroit que nous. Et c'est vrai que ça c'est quand même une démarche qui est nécessaire et qui crée des liens durables, mais qui est vraiment qui nécessite un temps long. Et ça, parfois, par contre, tout ce travail-là est souvent très souterrain et peu soutenu, je dirais. C'est une démarche engagée, bien évidemment, mais je veux dire, c'est des choses qui ne sont jamais comptées. C'est pas des choses qu'on veut voir. On attend le résultat, la restitution, alors que c'est, comme vous le dites, le processus avec les publics et l'action culturelle. Il y a toute cette démarche du processus. Et rares sont finalement les tutelles ou les fondations ou je ne sais quel autre partenaire qui sont prêts à entendre que c'est ce chemin parcouru. Alors l'école l'entend, mais ils n'ont parfois pas la même attente et on a d'autres frottements à d'autres endroits. Mais c'est vrai qu'on est quand même face à des problématiques où l'écoute n'est pas forcément au même endroit. Si on veut que le résultat soit réussi, il faut un travail long de préparation et ça, c'est rarement entendu, en fait. Tout à fait d'accord. Hélène, je crois que tu es revenue. Hélène Houzel. Voilà, vous m'entendez? Oui. Non. C'est bon? C'est bon. Oui, je voulais poser une question sur quel lien vous voyez entre toutes les pistes que vous nous proposez et les structures d'enseignement de la musique. Parce qu'il me semble… Alors, donc moi, je suis violoniste, je joue dans différents ensembles, je suis aussi directrice artistique d'un ensemble, donc je monte aussi des projets. Et je suis professeure en conservatoire et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous qui ont une part plus ou moins importante de leur activité qui est celle d'enseigner en conservatoire dans ces structures d'enseignement. Et il me semble que ça pourrait être un lieu de rencontre qui me semble assez évident, entre la médiation culturelle, aller à la rencontre des publics, être au courant exactement de ce qu'il y a sur le territoire, et puis de l'autre côté, la création artistique. Ça pourrait être un lieu de croisement. Or, dans l'expérience que j'en ai, c'est rarement le cas, et on a même l'impression que quelquefois on doit être complètement coupé en deux, quoi. C'est-à-dire que comme si le fait d'être enseignant, ça n'avait rien à voir avec la création, ou comme si il y a un petit peu plus l'idée que quand on est artiste, on peut être aussi dans une autre forme de transmission que celle du concert, c'est-à-dire aussi dans la médiation. Mais en tout cas, je trouve que alors que le conservatoire pourrait être un outil extrêmement riche pour se faire rencontrer toute cette médiation, cette création, etc. Ce n'est pas vraiment le cas, c'est rarement le cas. À la fois parce que les conservatoires sont très peureux et aussi parce que les pouvoirs publics ne font pas du tout le lien. Enfin, c'est des réponses que je me suis données, mais je trouve ça très triste en fait. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez proposer comme lien entre ces différents domaines. Alors, je pense que s'agissant des conservatoires, sans doute que la situation est assez variable d'un conservatoire à l'autre. Il y a des conservatoires qui sont beaucoup plus dynamiques et qui ont
qui sont plus dans le décloisonnement et dans cette dimension de co-création, etc. Et je pense que ça donne de meilleurs résultats. Il y a des conservatoires qui sont dans des démarches beaucoup plus conventionnelles et traditionnelles, plus proches d'une forme de marchandisation. Enfin bon, pas non plus tout critiquer. Alors, oui, moi, je pense que tout ce que vous indiquez me semble important. Là, dans un conservatoire, comme professeur ou comme artistes ou ensemble qui seraient en résidence, par exemple, dans un conservatoire, je pense qu'on peut apporter beaucoup. Et tout ce qui peut aller dans le sens de la transversalité, de nourrir différentes approches stylistiques, esthétiques, instrumentales, vocales, etc. Je pense que c'est très, très fort. Mais dans les territoires qui me semblent prioritaires, j'aurais tendance à ne pas forcément mettre les conservatoires en premier lieu, parce que les conservatoires, c'est déjà un public c'est déjà un public un peu privilégié. Ce sont déjà des familles qui ont décidé de faire pratiquer la musique à leurs enfants. Et quand même, leurs professeurs, ce sont des artistes. Et donc, il y a déjà une relation qui existe avec Il me semble que c'est dans l'enseignement général, c'est dans l'éducation nationale qu'il y a la plus grande pauvreté culturelle. Et à la fois par la diversité sociale qui s'y trouve, mais aussi par le fait que l'éducation nationale dans nos pays a plus ou moins éliminé la question de la pratique artistique comme une donnée fondamentale. Et donc, en privilégiant d'autres formes d'expression, ou plutôt d'autres formes de savoir, on a mis de côté en considérant que ce n'était pas le lieu. Ça, je pense que c'est une erreur gravissime. Et donc, c'est pour ça qu'il me semble que si je travaillais dans un ensemble aujourd'hui en France, j'aurais tendance à dire peut-être qu'entre un conservatoire et un partenariat, enfin entre un partenariat avec un conservatoire et un partenariat avec une école primaire ou un collège ou un lycée, je choisirais plutôt le versant éducation nationale parce qu'il me semble que c'est là que l'urgence est la plus grande. Les conservatoires, normalement, ils ont les moyens de le faire, ce travail-là. Si je peux répondre, alors, établir l'audio. Oui, en fait, du coup, je vais être un peu plus… En fait, moi, j'enseigne dans un conservatoire où il y a d'ailleurs Catherine Simon-Pietri de Sequenza 9-3 et qui donc est un conservatoire regorgeant de projets et de créativité et de dynamique et qui est aussi dans un territoire assez pauvre puisque c'est en Seine-Saint-Denis et c'est dans les deux villes les plus pauvres, enfin Aubervilliers et La Courneuve. Et en fait, il y a un dispositif… Alors, je sais que tous les conservatoires ne le font pas, et que ça a été très développé dans ce conservatoire-là, donc d'intervenants en milieu scolaire. Donc, par exemple, pour la ville de La Courneuve, pour être tout à fait spécifique, tous les enfants de grande section et de CP reçoivent des visites d'animateurs, de musiciens intervenants en milieu scolaire qui dépendent du conservatoire. De telle sorte que s'il y a une résidence artistique, elle est extrêmement facilement déclinable, soit dans des classes du conservatoire, soit dans les classes directement à l'école. Donc, il y a un dispositif qui est quand même, je trouve, assez efficace, qui permet d'atteindre l'éducation nationale, qui permet qu'il n'y ait pas de coupure entre l'enseignement et les artistes, que ça soit normal, en quelque sorte, que les artistes puissent rencontrer les enfants. Mais cela dit, je dois dire que c'est un combat permanent par rapport aux tutelles, en fait, de considérer que déjà que ça existe et que ça a du sens. Voilà, c'est un témoignage. Je suis tout à fait en ligne avec vous là-dessus. Et il me semble important vis-à-vis des tutelles, justement, que le monde culturel s'exprime de manière collective et globale sur l'importance des processus et l'importance de la partie cachée des processus. Justement, d'éviter de se focaliser uniquement ou prioritairement sur le résultat. On peut parfois avoir des projets participatifs qui sont un peu décevants dans leurs résultats, mais qui ont été d'une richesse de processus extraordinaire. Évidemment, quand on arrive à un résultat qui est débordant de vitalité et de qualité artistique, c'est l'idéal. Mais je pense qu'il faut, dans les projets qu'on vient d'évoquer, il ne faut pas forcément se focaliser uniquement sur le point d'arrivée. Jean-Louis Gavatorta.
Oui, bonjour à tous. Bonjour. D'abord, je voulais te remercier vraiment pour cette intervention. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit qui résonnent vraiment, je crois, pour nous tous. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que finalement, euh, bah, ton propos, il est finalement la crise du Covid et tout ce que nous traversons là, c'était une sorte d'immense amplificateur de problématiques qu'on se posait avant. Et aujourd'hui, il y a vraiment un caractère d'urgence à trouver ces réponses-là. Donc, merci d'avoir repensé ça. C'est vrai de le resituer. Ça, et c'est vrai que c'est le moment, je crois, c'est la bonne temporalité pour agir sur ces questionnements qui sont de plus en plus urgents. Donc, je trouve que c'est important. Il y a plusieurs choses. Moi, c'est plutôt les remarques que je voulais faire, mais dans ce que tu as dit qui m'ont évidemment interpellé. Et une chose importante que j'ai trouvée, c'était l'idée de devancer le politique. Et je trouve que tu as alors pour le coup totalement raison. Vous savez qu'en France, on a vécu longtemps avec une vision politique qui venait de l'État, qui venait d'en haut, qui a permis de structurer le secteur de façon absolument considérable. Et on en est tous les enfants, puisque après les années Malraux et la structuration avec les conservatoires et les orchestres de région, bah, il y a eu les années Lang, Mitterrand qui ont permis à nos ensembles févis de naître. Et aujourd'hui, on est tous les enfants de ces générations-là. Donc, il y a eu une pensée qui venait d'en haut et qui a permis de structurer tout ce qu'on est aujourd'hui. Et il est clair que les choses aujourd'hui, elles sont en train de s'inverser. Et en effet, on doit nous montrer la voie aux politiques et le devancer. Et c'est là où les choses prennent leur sens. Et je te rejoins totalement lorsque, en effet, on a des injonctions à faire de l'éducation artistique et de faire de la médiation. Mais en fait, c'est nous qui devons montrer la voie. Lorsque les choses, elles partent, non pas d'en haut, mais de nous, elles sont forcément du sens et elles éclairent la parole politique, elles montrent le chemin à suivre. Donc là-dessus, je crois que c'est très important et que c'est une réflexion qu'on doit globalement avoir en tête. Aujourd'hui, c'est à nous à montrer le chemin et on le voit bien aussi, le monde politique a considérablement changé, la donne aussi a changé puisqu'on est tous confrontés aussi à une politique de décentralisation, de déconcentration, donc avec des interlocuteurs sur un territoire qui sont plus tout à fait les mêmes interlocuteurs que ceux qu'on a connus dans le passé, qui avaient une vision plus globale d'une politique de la musique en France. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nos interlocuteurs institutionnels, ce sont des gens de terrain. Et donc, c'est à nous aussi à aider à faire ce chemin. Et donc, évidemment, je trouve que cette réflexion, elle est très juste et elle donne vraiment à réfléchir. Nous, on le voit, l'Orchestre des Champs-Élysées, qui vient d'être frappé par des coupes dans la région Nouvelle-Aquitaine, on voit très bien que la vision, elle ne viendra pas du politique. Donc, c'est à nous à donner un sens à notre action pour redonner un peu enfin, des clés de compréhension aux politiques. Donc là-dessus, je te suis à 300%. Je crois qu'on a vraiment tous intérêt à travailler dans ce sens-là. Et la crise actuelle nous aide encore à aller plus vite dans ce sens-là. Et puis, évidemment, il y a une chose aussi, une autre réflexion moi, qui évidemment me touche particulièrement parce que en tant qu'orchestre, et puis en tant qu'orchestre qui travaille beaucoup depuis toujours avec Philippe Hervègue sur une dimension très internationale, ce que tu disais autour de mondialisation, démondialisation, ça a un sens tout particulier pour nous parce qu'aujourd'hui, en effet, un orchestre comme le nôtre, qui a d'ailleurs toujours été perçu plutôt comme un orchestre international sur un territoire, et avec tout ce que ça comportait et qui en a souffert, arriver à trouver cette sorte d'équilibre entre une vision de territoire et une vision internationale partagée, c'est un enjeu qui est essentiel. Donc, c'est au cœur de cette problématique-là. Et la mobilité, évidemment, elle a un sens tout particulier quand on est 110 ou 120 à partir en tournée. Évidemment, elle est encore plus forte. Donc, je trouve aussi que c'est une vraie réflexion qu'on doit mener ensemble et pour trouver, en effet, apporter de nouvelles solutions et d'autres modèles alternatifs au modèle de la tournée tel qu'on l'a conçu. Notre activité, elle s'est faite presque de nature sur la tournée, puisque contrairement aux autres formations, on n'a pas une saison musicale dans un lieu. Donc, de toute façon, l'itinérance, elle fait partie de nos gènes. Et à la fois, il faut arriver à intégrer une autre façon de penser la mobilité par rapport, et l'inscrire dans un territoire. Donc, ça me semble aussi un enjeu extrêmement intéressant et sur lequel on doit réfléchir. Donc, merci. Je pense que c'était intéressant de resituer ces enjeux. Merci à toi. Voilà. Merci Jean-Louis.
Louis, tu n'as pas remis ton micro. Margot, pardon, à qui je disais il faut réactiver son micro. Merci, Louis. Alors, je me présente, je suis Margot Blanchard, je suis co-directrice de l'ensemble Les Ombres. Et en fait, je voulais rebondir donc, par rapport à l'idée de faire des témoignages de ce qu'on aurait pu voir, d'actions de sensibilisation qui ont vraiment une portée lors du processus. Je pensais au documentaire sur les rêves dansants de Pina Bausch. Donc, le documentaire n'est pas d'elle. Ce documentaire m'avait beaucoup frappée puisqu'il relatait la recréation d'un ballet existant qui s'appelle Contact Roof, donc par le Dance Theater, qui avait été créé une première fois avec sa troupe, puis avec des danseurs non professionnels, puisque c'était des danseurs de plus de 65 ans qui n'avaient jamais dansé, puis avec une équipe de jeunes entre 14 et 18 ans qui n'avaient non plus jamais dansé. Et j'avais particulièrement admiré ce documentaire car effectivement, il ne mettait pas du tout l'accent sur la restitution finale, mais surtout le processus humain et la transformation de ces jeunes par rapport évidemment plus à un âge crucial de la transformation du corps et de la puberté. Et c'était particulièrement réussi. Et je voulais citer cet exemple parce qu'il s'agit d'un documentaire, donc d'un document visuel et commercial aussi. Et par rapport à ce que disait Jean-Christophe Riche sur le témoignage et la marchandisation de ce genre d'action, en fait, je pense que c'est très important avec le poids des médias actuels et le développement aussi des médias, en particulier sur Internet, de ne pas voir le média comme un ennemi, mais comme un outil. Et là, ça se voit particulièrement avec le documentaire, puisque ça a pu me toucher, ça a pu toucher énormément de personnes. Ça a pu toucher aussi les jeunes qui participaient à ça, d'avoir un témoignage en fait de cette évolution. Et je pense qu'il y aurait peut-être des choses à réfléchir sur des dispositifs plus collégiaux de diffusion justement de ce type d'activité. Il y a beaucoup ce qu'on appelle les Fab Labs, enfin le côté laboratoire, qui me semble pourrait fonctionner, même peut-être, pourquoi pas au sein de la FEVIS, mais de mutualiser les expériences et justement de valoriser tout le processus souterrain dont parlait Hélène, qui est hyper important, et non plus d'être dans une image de regardant, qui est stimulante et qui crée beaucoup d'émulation aussi entre les ensembles dans la scène nationale, mais qui aussi ne nous permet pas forcément de réunir en fait tous les divers dispositifs et d'en faire plutôt une force que un système d'opposition ou de comparaison. Voilà. Je pense il manque peut-être un petit peu ça. Quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé aussi au TED Talk, qui est quand même un organisme non lucratif et qui invite des personnalités quand même à prendre la parole sur des sujets communs. Et voilà, je trouve qu'un TED Talk musique et musique spectacle vivant, ça permettrait justement de relayer les idées qu'a pu exposer Bernard et qui semblent trouver une grande résonance entre nous tous. Voilà. Juste pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, comme vous tous et toutes, j'ai aussi fait l'expérience de ce que les médias, la presse, etc., sont beaucoup plus traditionnellement intéressés, voire exclusivement intéressés par le résultat final. Donc là, il y a peut-être une sorte de transformation à travailler qui ne fera pas d'un seul coup, mais où, par exemple, une fédération comme la FEVIS et les paroles fortes que certains peuvent porter sur ces questions-là pourraient amener progressivement une prise de conscience des médias de leurs responsabilités. Pour prendre les deux institutions que j'ai dirigées, la Monnaie et le Festival d'Aix, je pense que 95% des articles qui ont pu paraître étaient plutôt des articles sur des productions, enfin au sens traditionnel du terme, et plutôt sur des premières, etc. Très rarement, très rarement, sur des choses moins visibles, sur des processus, etc. Je ne dis pas que ça ne s'est pas fait, mais c'était vraiment marginal. Et je crois que si nous sommes globalement, collectivement convaincus de la force de ces initiatives, il faut que nous arrivions à trouver le moyen de les faire
connaître, non pas tellement pour nous valoriser, c'est toujours compliqué d'ailleurs de parler de ces processus parce que parfois on peut donner le sentiment qu'on instrumentalise les partenaires avec lesquels on travaille, donc c'est délicat. Mais je pense qu'en même temps, on est dans un moment où on doit faire remonter cela. Donc il me semble, dans ce double mouvement top-down et bottom-up, je pense que le fait de travailler sur des formes de communication, des formes participatives, etc., qui expriment une remontée de créativité, je pense que c'est notre intérêt et c'est l'intérêt du corps social dans son ensemble. Merci beaucoup. Un petit mot, je nous interromps une seconde avant de passer la parole au prochain pour dire qu'a priori, on avait prévu 1h30 et donc on arrive déjà quasiment à la fin. Alors, ça, en fonction de vous, de votre envie et puis de celle de Bernard, on pourra toujours continuer et se retrouver dans d'autres formats, mais en tout cas, voilà, à un moment donné, il faudra qu'on s'arrête. L'autre chose que je voulais rappeler, c'est que, en tout cas, le slide, les éléments, les articles évoqués, les ressources évoquées par Bernard et puis ensuite par les uns et les autres, vous les retrouverez sur le site de la FEVIS et vous pouvez y revenir. Et puis, moi, je voulais quand même, je vais passer la parole au prochain, évidemment, mais je voulais quand même revenir plus largement à la question des droits culturels parce qu'il me semble quand même que, bien sûr, la médiation et la manière dont on en parle, qui a déjà dépassé le simple caractère de médiation, d'éducation artistique et culturelle et de diversité culturelle dont on a parlé là, c'est ce premier aspect. En fait, ça n'est qu'un aspect des droits culturels. Et comme on est là quand même pour essayer de s'élargir un peu les méninges et de comprendre quels sont nos périmètres de réflexion dans ce monde culturel d'après auquel nous voulons songer. Moi, j'aimerais bien quand même, Bernard, qu'on puisse aussi peut-être évoquer d'autres aspects des droits culturels et d'autres aspects des droits culturels sur lesquels, là encore, nous, acteurs, musiciens ensemble ou autres que nous sommes, pouvons là aussi agir ou réfléchir ou s'interroger. Mais je me mets en attente pour ne pas interrompre le fil des demandes de parole des autres, des collègues. Alors, il y avait Yannick. Yannick, es-tu avec nous? Je suis avec vous. Ça va, vous m'entendez? Bonjour à tous, Yannick Lemaire, Harmonia Sacra et Festival Lambarocan Immédiat Valenciennes. Merci d'abord pour tous ces échanges. Je consonne évidemment, comme je pense la plupart d'entre vous, à tout ce qui a été échangé, tout ce que Bernard nous a partagé. Je voudrais prendre juste un petit point général et puis un angle un peu différent. D'abord pour dire que dans les propos que Bernard nous a partagés, on est passé vite sur démocratisation culturelle versus démocratie culturelle. Je trouve ça extrêmement intéressant, ça rejoint ce que Louis disait. Simplement, à nouveau, on aime bien jeter le bébé avec l'eau du bain et j'ai lu des études, des livres, on parle beaucoup des droits culturels depuis un moment et parfois en opposition totale avec ce qui existait. Peut-être que de caractère, je suis un mec de compromis, mais j'aime bien me dire que le curseur, il n'est jamais complètement d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que la vision un peu démocratisation culturelle avec le côté condescendant qu'on donne souvent aux structures, voire à nous-mêmes, à un type d'action, ne s'oppose pas non plus complètement au droit culturel où tout devrait immerger de la participation, etc. C'est très caricatural, mais je pense que ça résonne dans la tête de chacun, un peu ces deux aspects. Et donc, je trouve que dans nos pratiques, c'est ce curseur-là qui est aussi très intéressant parce que c'est quelque chose de positif que je vais dire, mais on a vu avec la crise qu'il y a une diversité extraordinairement riche de tous nos ensembles, que ce soit des petits ensembles ou des grands ensembles. On a eu en d'autres cas le fait de ne pas vouloir toujours opposer les deux, mais il y a une diversité très riche et donc il y a une expérimentation extrêmement forte et riche de toutes nos expériences, c'est-à-dire il y a 1001 façons d'incarner ces questions de démocratisation culturelle ou de démocratie, de droit culturel. Je n'ai pas envie de citer des projets très, très spécifiques, mais on en a vu, on en a échangé énormément. Par contre, il y a un aspect qui m'interpelle toujours beaucoup, c'est de reconnecter ça aussi au-delà du côté philosophique et de la réflexion et de la créativité que l'on peut avoir, c'est de le re-questionner à des questions économiques.
parce que je pense que là aussi, juste avant, on a évoqué le fait de pouvoir interpeller les politiques, de les devancer, de les questionner. Mais je me dis que dans le monde d'après, pour reprendre cette expression que l'on utilise beaucoup, penser l'après, je pense que des structures comme les nôtres, dans cette recherche de créativité, de démocratie, de droits culturels, il faut aussi le penser avec peut-être d'autres modèles économiques, ou en tout cas re-questionner. Certains évoquaient les modèles des tournées ou des choses comme ça, mais c'est aussi le cas des subventions, où il y a quelque chose à creuser, parce que je pense que réinventer ou réimaginer des projets qui questionnent humainement les droits culturels avec des budgets existants, je ne vais pas dire que c'est facile, mais il en vient d'une forme d'éthique et de volonté, de volontarisme au sein des structures. Par contre, reconstruire de nouveaux projets, les repenser totalement, je pense que c'est difficile de le penser sans re-questionner ces modèles économiques. Voilà. C'est un propos très générique, mais il y a un vrai questionnement, parce que à travers les médias, on a vu passer beaucoup de choses sur d'autres formes de concerts. On dit beaucoup aux artistes, un peu trop à mon goût, il faut se réinventer. Moi, je trouve que ça fait 20 ans que tous les artistes se réinventent, en tout cas réimaginent d'autres voix, d'autres partages. On n'a pas attendu la crise pour penser aux droits culturels, on n'a pas attendu la crise pour penser à la médiation, on n'a pas attendu la crise pour former de vrais animateurs, pour reprendre le terme qu'on a entendu, former des dumistes, c'est-à-dire il y a plein de niveaux différents pour les artistes, pour les médiateurs, et tout est lié, tout est interpénétré. Évidemment, il n'y a rien de caricatural dans mes propos. Mais par contre, penser ça avec un vrai modèle économique pour des voies autres, des voies nouvelles, des voies assumées, qui n'opposent pas forcément un soutien à la création avec un peu de médiation pour justifier des fonds dans des dossiers. Il y a une refonte. En tout cas, moi, je suis très interpellé sur ces questions-là, parce qu'on voit au quotidien de nos structures que, en fonction des interlocuteurs, des politiques culturelles, des niveaux d'institutions, on parlait d'éducation nationale. Moi, j'ai reçu un courrier hallucinant pour notre territoire où on nous dit « c'est génial, venez, venez, venez ». Puis quand on arrive à la ligne financière, tournez-vous vers vos collectivités. Alors, d'un point de vue éthique, c'est génial. On pourrait cocher plein de choses qu'on vient d'évoquer avec Bernard et plusieurs d'entre vous sur des projets géniaux. Mais quand à un moment donné, on en arrive à la réalité du professionnalisme et de l'engagement, du temps que prend de faire ces projets-là, en face, dans la case, il n'y a plus rien. Donc, je pense que dans l'après-crise, moi, je serais très heureux de pouvoir évidemment continuer de nourrir ces questions avec vous de droits culturels, mais je pense que ça vaut la peine, et je ne sais pas comment, mais je pense que des structures comme la FIVIS le font déjà et peuvent être encore plus moteurs pour interpeller aussi nos politiques, nos institutions, sur ces réinventer, mais pas que philosophiquement, quoi. Voilà, de connecter un petit peu tout ça pour rendre les choses réelles et pragmatiques et vivables et viables dans l'après-crise. Voilà, c'était juste quelques éléments. Ça reste très ouvert, hein, mais… Non, moi, j'entends bien la préoccupation économique qui est réelle. C'est de se dire, bon, on est convaincu qu'il faut faire des choses, et comment est-ce qu'on les finance, comment est-ce qu'on peut équilibrer ça dans les budgets. Après, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui collectivement que depuis 20 ans, on a intégré la question des droits culturels? Moi, je ne crois pas. Je crois profondément que pas. Je ne dis pas que rien ne se fait. Je pense au contraire qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je pense qu'elles se font, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, c'est-à-dire qu'elles se font de manière pragmatique, mais sans un questionnement véritablement approfondi sur comment travaillons-nous la question des droits culturels, quelle est notre stratégie de développement par rapport à ça, et de décliner toutes ces questions-là, y compris la question du modèle économique. Mais tant qu'on en reste dans, oui, on se sent un peu obligé de faire ceci, alors on fait un peu de médiation là-bas et on fait un projet ou l'autre. Effectivement, on avance en tâtonnant, ce qui est mieux que de ne rien faire. De toute façon, on se met déjà en mouvement. Mais il me semble que si on profitait aujourd'hui collectivement, et chacun là où nous sommes, pour interroger nos pratiques, nos projets, nos ambitions, à l'aune de la question des droits culturels, j'ai l'impression que cet exercice-là nous amènerait à modifier un certain nombre de choses qui nous semblent fondamentales, enfin à modifier certains des fondamentaux. Non pas bien sûr de quitter nos valeurs essentielles, mais de les ouvrir. Et c'est vrai que je vous rejoins complètement sur le fait qu'il ne faut pas opposer, à mes yeux,
tout ce qui est médiation, travail sur l'accès, donc qui ressort plutôt de la démocratisation, et le travail de démocratie culturelle. Il y a parfois une tendance à opposer les deux, et je pense qu'en tout cas, sur les secteurs qui sont les vôtres dans le cadre de la FEVIS, vous n'avez vraiment pas intérêt à lâcher la démocratisation culturelle, mais de continuer à la travailler avec une attention plus soutenue aux questions de démocratie et de voir dans quelle mesure pourrions-nous donner la voix, enfin offrir à d'autres parties de la population des formes d'expression, les accueillir, créer ensemble des choses qui viennent d'eux et pas forcément de nous. Vous voyez, ça, je crois que ce sont des expériences qui peuvent être extrêmement enrichissantes, parfois extrêmement compliquées, donc je ne veux pas non plus idéaliser, mais c'est aussi à travers les difficultés qu'on apprend. Merci. On poursuit. Emmanuel Bardon. Oui, bonjour à tous. Donc Emmanuel Bardon, je suis directeur musical de l'ensemble Canticum Novum, qui est un ensemble basé à Saint-Étienne, dans la Loire. Et alors, merci beaucoup pour tous ces paroles qui, je pense, donnent beaucoup de sens à un travail qui est mené par beaucoup d'entre nous. Et depuis longtemps, j'ai la chance de vivre dans une ville où l'interculturalité n'est pas seulement musicale, mais elle est du domaine du quotidien. Et je crois que parmi les réflexions que l'on peut avoir et que le confinement nous a certainement amenés tous à réfléchir, c'est de quelle manière nous sommes acteurs dans notre quotidien avant même d'être acteurs sur scène et acteurs en répétition ou dans l'ensemble dans lequel nous sommes, et que souvent la manière de connecter ce que nous sommes dans la vie de tous les jours, on est évidemment musicien dès qu'on ferme la salle de répétition, on est musicien aussi dans notre vie au quotidien, et de quelle manière ce quotidien peut venir nourrir notre réflexion sur l'augmentation de notre participation sociale avec notre métier. Je m'explique, avec l'ensemble, on mène depuis maintenant presque 20 ans un projet interculturel qui est relié directement à cette ville dans laquelle l'ensemble est basé, avec la fondation d'une école qui s'appelle l'école de l'oralité, où nous avons vraiment voulu tous ensemble, tout ce collectif de musiciens, répondre à des questions qui étaient très très fortes individuellement en nous, c'est-à-dire de quelle manière notre métier nous rend acteurs de notre démocratie, justement, nous rend acteurs et nous rend peut-être aussi citoyens, et de quelle manière on peut connecter ces choses-là en n'attendant pas obligatoirement que l'institution nous donne les moyens de le faire. Et donc, ça nous a évidemment beaucoup interrogés sur notre engagement individuel. Et l'expérience aidant, depuis maintenant 20 ans, moi, sur le territoire de la Loire, je me suis aussi rendu compte que de faire comprendre à l'institution, bien évidemment, mais pas seulement, qu'on est là comme une augmentation de l'accompagnement. C'est-à-dire que faire de la médiation culturelle, c'est aussi se rapprocher non seulement évidemment de l'éducation nationale, mais également de tous les acteurs sociaux, de tous ceux qui créent du lien social. On a autour de la table, quand on travaille sur ces questions-là, on a autour de la table plein de personnes qui travaillent par exemple dans les quartiers politiques de la ville. On n'a pas seulement l'éducation nationale autour de ces tables, on a également la police municipale, on a également la CAF, on a également tous les centres sociaux, toutes les amicales laïques, les associations de proximité, la sauvegarde pour l'enfance, les CHRS, toutes ces structures qui, à un moment donné, requestionnent de l'accompagnement de la cellule familiale. Et je crois qu'on ne doit pas être absent de ces réflexions et de ces tables-là, avec d'abord une démarche, je pense, citoyenne, une démarche de réflexion sociale, et ensuite, à partir de ce moment-là, de se rendre compte que collégialement, nous pouvons apporter une réponse artistique, où la création peut revenir se réinviter dans la cellule familiale et dans l'accompagnement social, à partir du moment où il y a une augmentation de cet accompagnement et pas uniquement un habit supplémentaire qu'on va ajouter, et on va dire aussi où on va être de l'occupationnel, où on va apporter un petit peu de diversité à des populations qui sont éloignées de l'institution culturelle. Puis au-delà de ça, ça a permis aussi de se rendre compte que dans les quartiers, en particulier dans les quartiers politiques de la ville, où on a des publics qui sont effectivement très éloignés de cette proposition, on a une richesse culturelle absolument incroyable, on a une pratique qui est très présente, et où l'institution est persuadée, souvent, et je l'ai vécu vraiment à Saint-Étienne, qu'il n'y a pas de culture dans ces endroits-là. Il faut que nous,
porteur de la transmission patrimoniale. En plus, quand on fait de la musique ancienne ou quand on fait de la musique dite savante, on a évidemment une responsabilité extraordinaire à aller apporter la bonne parole dans tous ces quartiers-là. Et petit à petit, l'expérience de ces projets partagés, de ces créations collectives, à l'école de l'oralité, on a une vingtaine de projets participatifs par an. C'est né de 15 ans de territoire, avec très peu de moyens au départ, parce que évidemment, quand on part dans les quartiers, il n'y a pas un rond à l'éducation nationale, il n'y a pas un rond dans les municipalités. Et petit à petit, avec ce temps long dont j'entendais parler tout à l'heure, c'est qu'on soit 9-3, je suis convaincu, comme d'ailleurs Hélène pouvait en parler tout à l'heure dans les conservatoires, ce travail long, cet investissement dans la durée, ce n'est pas un investissement musical, c'est un investissement avant tout social et citoyen. Et je crois qu'il y a vraiment une nécessité à ce qu'on se questionne tous ensemble là-dessus, individuellement, pour qu'une aventure collective puisse naître de plein de petites expériences. Voilà, j'ai la chance de vivre ça au quotidien avec l'école de l'oralité et Quanticum depuis presque 20 ans. Ça reste local, mais avec une énergie autant de la part des musiciens et de l'institution, et avec un modèle économique, je vous l'assure, au local qui est assez étonnant. On arrive à mettre aujourd'hui autour de la table les municipalités, on dépend de 5 services de direction à la mairie de Saint-Étienne, la DRAC, la région, le département, et également de réactiver tous les acteurs sociaux qui, à leur endroit, viennent aussi apporter un accompagnement financier à l'action sociale et l'accompagnement individuel. Donc, ça permet d'accompagner énormément de jeunes, de populations extrêmement fragiles, et de pouvoir leur permettre d'avoir un accès à la pratique artistique, d'avoir un accès à la création dans un premier temps, et après, petit à petit, à un accès à la pratique d'un instrument dans un conservatoire. Ça reste bien évidemment en marge, et une goutte d'eau certainement par rapport à la nécessité qu'on a de mener ça en France. Mais je crois que cette expérience, et je serais volontiers avec toute humanité de continuer à réfléchir avec vous tous sur cette expérience stéphanoise, parce que je crois que ça vaut le coup. C'est remarquable hein, ce que vous décrivez là, parce qu'il y a vraiment une sorte de globalité hein, dans le rapport entre l'institution culturelle et tout un terrain éducatif, social, etc. Et du coup, effectivement, je peux imaginer que dans beaucoup de lieux, la situation peut être plus compliquée, mais quand même, je crois que quand on arrive à mettre autour de la table ou à rassembler autour de projets d'aussi larges segments de la société, à un moment donné, il y a un effet d'entraînement. Et du coup, ça me fait penser, je reviens un peu en arrière sur ce que Jean-Louis disait tout à l'heure par rapport à l'Orchestre des Champs-Élysées, par exemple, qui est un orchestre très international, qui est très mobile. Donc, la question de l'ancrage territorial est sans doute une question qui est plus complexe que pour d'autres. Et je trouve qu'il y a bien sûr les partenaires sociaux, les partenaires éducatifs, mais aussi les partenaires culturels. Et je trouve que d'identifier sur un territoire donné quels sont les partenaires du côté des musées, du côté de la danse, du côté de tout ce qui fait la vitalité d'un terroir quelque part, et de se mettre en réseau pour échanger et si possible le faire sous une forme un peu structurée, je pense que ça peut être extrêmement, ça peut à la fois très confortant, réconfortant et renforçant, si vous voulez. Mais je trouve que dans l'exemple que Emmanuel Bardon vient de donner, on avait vraiment déjà cette vision globale, et que c'est peut-être une manière de progresser, c'est que les racines, si vous voulez, aillent le plus profondément possible dans le sol et le plus largement. Merci. Je crois qu'on va devoir s'arrêter. Est-ce que, alors, Bernard Faucroul, est-ce que vous souhaitez dire encore un mot pour conclure là maintenant, ou est-ce que ça y est, on y est? Oui, un mot, c'est vous remercier hein, de cet échange. Mais effectivement, Louis, on n'a pas. Je pense que c'est une dynamique, donc peut-être que ça vaut la peine d'y revenir. Je crois que l'idée initiale avait été de se rencontrer pour le faire, et puis la crise du corona nous a empêchés de nous rencontrer de vrai. Donc, merci d'avoir organisé cette rencontre virtuelle, mais peut-être que ça vaut la peine d'y revenir un jour dans une rencontre en présentiel, comme on dit aujourd'hui.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Ça fait partie des choses conclusives que j'ai envie de dire. Donnons-nous rendez-vous pour plus tard. Alors, puisque vous m'y invitez et puis que vous vous sentez déjà disponible, nous serons tous très heureux de pouvoir recommencer et poursuivre cette discussion, ces questionnements et puis d'aller plus loin. Quand? Eh ben, on va en discuter, on va voir et de quelle manière on pourra revoir ça. Je m'adresse donc à nous tous, là, cette fois, c'est comment poursuivre. Alors, nous allons revenir vers vous, évidemment, à ceux qui s'étaient inscrits, d'ailleurs, parce que les autres, ben, je ne sais pas exactement qui ils sont, mais vous pouvez m'envoyer un mail, hein, c'est très simple, j'étais là et je suis intéressé. Dans les semaines, dans les jours qui viennent, on aura d'autres rendez-vous. Alors, dans le cadre de ce que j'appelle cette sorte de série de rendez-vous reprise, agir au présent, penser l'avenir, nous aurons le 19, dans 15 jours, de nouveau un échange qui sera technique, plus juridique, etc., et qui sera dans une logique plus proche de celle d'il y a 15 jours. Nous réfléchissons encore à qui nous pourrons faire participer, mais peut-être des conseillers juridiques, des techniciens, on va dire, pour justement réfléchir à ces conditions de reprise et comment on peut faire. Et puis, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est que, pareil, de manière intercalée, que l'on puisse, le rendez-vous d'après encore, le numéro 4, qui n'est pas encore conçu, que l'on puisse inviter une nouvelle personnalité pour réfléchir avec nous à l'avenir, que ce soit pour approfondir là encore la notion des droits culturels qui, comme vous l'avez compris, est extrêmement riche, ou que ce soit pour trouver un autre angle de vue de construction. En tout cas, voilà ce que j'ai envie de vous proposer. Et sur ce prochain rendez-vous qui sera sur cette idée-là, je vous en parlerai, Bernard, enfin, j'en discuterai avec plaisir avec vous, que ce soit vous ou vous plus tard, ou réfléchir à une autre personnalité qui pourrait être intéressante avec vous. Enfin, voyons ça, je me remets en lien avec vous. En tout cas, donc, à tous, ce que ça veut dire, c'est que soyez vigilants dans vos mails, vous retrouverez donc des informations et des invitations pour ce type de rendez-vous. Le mieux, évidemment, c'est que, puisque vous êtes là, dites-nous déjà, donc encore une fois, je vous invite à m'envoyer un mail perso là, pour me dire « je suis intéressé, envoyez-moi de l'information », comme ça je le ferai spécifiquement. Et puis, moi, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous-même, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire remonter des idées d'intervenants que vous aimeriez entendre, avec qui vous aimeriez échanger et que je pourrais contacter pour qu'on puisse poursuivre ces échanges. Voilà. Bernard, merci beaucoup parce que c'était passionnant. Et puis, à très bientôt. Bientôt. À bientôt à vous. Bon courage.